Déjà, merci à tous ceux qui sont présents d'être venus. Comme le montre l'écran et le titre de ce meeting aujourd'hui, c'est que on va parler d'intelligence artificielle et plus particulièrement des réseaux de neurones. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées dans certains domaines, notamment celui dont on va parler ce midi, pas ce soir, désolé. Et voilà, j'ai envie de démystifier un peu ça avec vous, de vous montrer concrètement comment c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et aussi vous donner tous les outils nécessaires pour commencer à en faire chez vous, de votre côté, ou pourquoi pas chez un client si vous avez besoin ou pour votre boulot. Donc, tout d'abord, pour voir un petit peu c'est quoi l'intelligence artificielle et où se situe le réseau de neurones dedans. Vous avez d'abord un grand ensemble qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui regroupe beaucoup d'éléments, en fait, beaucoup de parties. Il faut savoir que ça date de 1950, plus ou moins, c'est cette notion d'intelligence artificielle. Et au tout début, c'était juste des règles qui étaient hard-codées. Ça s'appelait d'ailleurs la symbolique AI, pour dire que c'était quelque chose de symbolique, que l'humain pouvait comprendre. C'était l'humain qui donnait à son programme des règles, du code en fait, pour dire ce qu'il devait faire. Ça a longtemps bien marché, et puis il y a même des gens qui ont pensé que en 8 ans, ils arriveraient à simuler l'intelligence humaine. On est en 2020, ça datait de 1960, ça, donc ça date un peu, c'était toujours pas le cas. Donc voilà, il faut pas voir l'intelligence artificielle tout de suite comme des robots intelligents qui vont pouvoir faire des choses incroyables. Ça peut être des choses toutes simples que des hommes ont hard-codées. Ensuite, dedans, il y a ce qu'on appelle le machine learning, où là, il y a déjà cette notion de learning, d'apprentissage qui apparaît. Où là, vraiment, il va falloir créer un programme qui va apprendre. D'ailleurs, comment est-ce qu'il va apprendre le programme, en fait, pour faire la différence entre la programmation traditionnelle, donc un petit peu, par exemple, la symbolique et AI dont je parlais juste avant, c'est que on donnait des données à un ordinateur, on lui donnait un programme, et avec les deux, enfin, c'était une notion qu'on appelle programming, hein, il va donner un output. Donc ça, c'était le truc classique. Par contre, ce qui est intéressant avec le machine learning, c'est que voilà, on n'a plus trop envie ou on ne peut pas savoir enfin, créer des patterns ou trouver des choses dans des images, dans des sons, dans des textes. C'est des fois un peu compliqué. On ne peut pas toujours prévoir et coder des règles fixes là-dessus. Donc l'intérêt ici, c'est de donner de la data en entrée, lui préciser voilà ce à quoi je m'attends, mon output, et l'ordinateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer le programme. Il va nous donner les règles. C'est lui qui va pas nous donner forcément une liste de règles, mais qui va faire en sorte de pouvoir nous donner quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir réutiliser par la suite et du coup travailler avec. Euh, Plus précisément, pour déjà vous donner une petite image de comment ça se passe, en fait, euh, il- on peut symboliser ça dans plusieurs dimensions, hein. On va commencer peut-être avec dans deux dimensions, c'est plus facile à se dire. Il faut se dire que voilà, on a un ensemble d'éléments en fait. Ceci, ce sont toutes nos inputs, que ce soit les ronds ou les croix, ce sont nos inputs. Et l'output, c'est plutôt est-ce que c'est un rond ou est-ce que c'est une croix? Et le programme, lui, donc les règles que va trouver notre ordinateur, ça va être cette ligne rose là qui va en fait pouvoir diviser, distinguer deux choses. Donc ici, c'est la binary classification pour dire que voilà, il y a deux ensembles, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, on peut faire ça. Maintenant, la deux dimensions, c'est bien, mais dans la réalité, souvent, on travaille avec la trois dimensions, 4, 5, plus rarement 6 ou autre. Donc, comme l'image de droite vous montre aussi une autre manière de représenter ça. En 3D, c'est pas une ligne, ça devient une genre de map comme ça, qui va distinguer, qui va nous permettre de faire la distinction entre plusieurs choses. Alors aussi, dans un sous-ensemble du machine learning, celui dont on va parler plus principalement aujourd'hui, c'est les réseaux de neurones. Et dans les réseaux de neurones, on entend forcément neurones. On se dit, ben voilà, en fait, ça doit être quelque chose qui ressemble exactement à une neurone. Sûrement des neurones qui se mettent ensemble. Mais qu'est-ce que c'est une neurone? Une neurone, c'est simple, c'est simplement en fait une partie qui est centrale, enfin, qui est un petit endroit où il y a un petit calcul qui se fait, probablement, un circuit, un signal électrique, pardon, qui vient ici, et qui va faire une action
qui va effectuer une petite opération mathématique, par exemple, pour vous donner déjà un petit peu une idée, et qui va le transmettre ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce sur quoi on s'est basé pour se dire, tiens, on mettrait bien plein de petites neurones, symbolisées par des ronds ici, et on les relierait bien ensemble, comme un peu notre cerveau, comme si c'était vraiment un ensemble de neurones, et en se disant, bah, tiens, peut-être que plein de petites opérations mathématiques peuvent donner un résultat intéressant, quelque chose de vraiment plus complexe. Et ça a été l'idée en fait derrière les réseaux de neurones. Alors, on peut déjà voir que voilà, il y a à côté, à gauche, le cerveau, la partie cerveau. À droite, c'est comment est-ce qu'on représente ça pour plus facilement se représenter comment ça se passe. On a une entrée, le input layer, dans lequel on va donner notre donnée, et tout à la fin, il y a l'output layer. Donc, ce à quoi on veut arriver. On va aller dans les deux sens, on va aller vers la droite pour d'abord processer toutes nos données et donner un output. Et ensuite, l'idée, ça serait d'essayer d'améliorer à chaque fois notre résultat, de guider l'apprentissage en fait de nos neurones dans un second temps, qu'on appelle la backpropagation et dont on va parler un petit peu par après. Alors pour vous donner vraiment une idée de tous ces ces couches pardon, successives qu'on a vues avant, à quoi elles correspondent, c'est plus facile de se représenter ça avec une image en fait. On pourrait se dire que chaque couche est une abstraction en fait. La première couche, c'est forcément la donnée dans son ensemble, c'est l'image. Et puis petit à petit, chaque couche, il va y avoir des étapes différentes qui vont essayer de repérer des patterns dans le cas d'une image ou d'une abstraction en tout cas, qu'on peut symboliser là par exemple avec la deuxième image, je reprofite le petit pointeur. Ici, on peut se dire, bah, on va détecter toutes les bordures, toutes les différences de couleurs. Est-ce qu'il y a des traits verticaux, obliques? Est-ce que c'est tout noir? Est-ce que c'est tout blanc? Ensuite, le deuxième niveau va prendre toutes les données qui ont été processées par la couche d'avant et vont se dire, tiens, est-ce que ce serait pas vraiment une roue en fait, au lieu d'être les autres choses, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas un pattern un peu plus grand? Et ainsi de suite, en fait, tout à mesure qu'on va avancer dans les niveaux, ça va être des abstractions de plus en plus haut niveau, jusqu'à arriver au résultat final qu'on a envie, qui nous donne une certaine réponse. Alors ici, tous les réseaux de neurones ne sont pas comme ça. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres, que j'ai un peu modifié pour rendre ça un peu plus simple aussi. Mais c'est comme ça que se passe généralement l'apprentissage et comment est-ce qu'on construit un réseau de neurones. Alors, pour faire des réseaux de neurones, il faut des données aussi. C'est ce qui est le plus important. Et les données, comment est-ce qu'on les représente en mathématiques, en programmation plutôt, pardon, c'est sous forme de tenseurs. Un tenseur, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez imaginer que c'est un vecteur, un tableau ou une matrice abstraite à plusieurs dimensions. Donc, comme le montre un peu le schéma ici, on voit que on a tout à gauche des scalaires. Ce sont des nombres, quoi, qui n'ont pas de dimension parce qu'il n'y en a qu'un seul et c'est une valeur fixe. On a aussi le vecteur où là, on peut commencer à rassembler des informations parce qu'on peut dire qu'un vecteur, ça peut être un ensemble de données, tout simplement. Ensuite, on a les matrices. Là, ça commence à devenir un peu intéressant parce qu'en fait, comme on le voit dans la partie en dessous ici, on parle de samples et de features. On parle de dimensions de chaque axe, en fait. On pourrait dire, par exemple, qu'ici, qu'on a en fait deux sets, le set 1,3 et le set 2,4, qui ont chacun deux informations, 1 et 3 et 2 et 4. C'est pour ça que c'est enfin, c'est assez logique, mais voilà. Là, ça commence à être intéressant parce qu'on peut se dire, je vais pouvoir donner une liste de données et ma donnée, c'est justement une liste de deux éléments. Ensuite, on a vraiment ce qui est tenseur. Ici, ça commence à ne plus avoir vraiment de nom particulier pour chaque dimension, ou en tout cas, je ne les connais pas. On dit que ça s'appelle des tenseurs de manière générale, et c'est dans ces tenseurs-là, justement, qu'on va mettre tout ce qui est séquence de data, des sons, par exemple, du texte, ou alors des images, avec encore une dimension en plus. Et puis ensuite, il y a les vidéos, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc voilà comment est-ce qu'on représente nos données. Maintenant, pour vraiment commencer à aller un peu plus profondément dans la compréhension des réseaux de neurones, on va juste revoir le schéma. On a bien vu, donc on a un input,
ici une image, on va aller faire un chemin vers la droite, on va envoyer cet input-là dans enfin dans notre première couche qui va processer petit à petit l'image, la faire forwarder l'information aux couches suivantes, et va nous donner ce qu'on appelle une prédiction, donc l'output voulu. On en parle toujours de prédiction parce que peut-être que c'est faux en fait, ce ne sera pas toujours vrai, c'est pour ça qu'on appelle ça prédiction. Alors voilà, pour donner des notations un petit peu plus maintenant sur ces données, ces inputs, prédictions, etc., on appelle généralement l'input X et la prédiction Y'. Pourquoi est-ce qu'on dit Y' et pas Y tout simplement? Parce que le Y, ce ne sera pas la prédiction, ce sera la vraie valeur à laquelle on s'attend. Donc on a X, notre donnée, Y, la valeur à laquelle on s'attend, et Y', la prédiction de notre réseau. Okay. Alors, ici maintenant, comment est-ce que ça se passe en fait pour calculer cette prédiction justement? En fait, on va aller par ce qu'on a vu justement des couches, layer en anglais, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit comment est-ce que les couches vont gérer l'information, qu'est-ce qu'elles vont faire comme calcul, et comment est-ce qu'elles pourront aussi par la suite s'améliorer. En fait, déjà pour donner une petite idée, chaque couche, elle a ce qu'on appelle des poids. Il y en a deux et on appelle généralement, vous allez le voir après, W et B pour dire weight pour W, et B c'est le bias, enfin, avec mon accent anglais sympa. Et ces poids-là, en fait, ce sont juste des paramètres, ce sont des valeurs numériques qui peuvent être modifiées, du coup, sur lesquelles on va jouer pour avoir une prédiction différente. D'accord? Dans un premier temps, on va tous les initialiser de manière random, parce que il faut bien démarrer par quelque part, en fait. On peut pas tout mettre à 0, à 1, enfin, on pourrait en soi, mais au cas où, on fait ça de manière random, parce que des fois, comme ça peut nous faire démarrer d'un autre point par rapport à un autre moment, et ça pourrait on pourrait avoir un output, un résultat vraiment intéressant. Et donc, on a vu que chaque couche faisait une opération, mais qu'est-ce que c'est cette opération? En fait, c'est une opération relativement simple à comprendre. On voit ici en fait la formule exacte. Il y a ce qu'on appelle une fonction d'activation, qui dans notre cas sera le ReLU. C'est un acronyme, c'est Rectified quelque chose, c'est un nom un peu compliqué. Ensuite, il y a une opération, un produit scalaire, la manipulation des matrices, enfin, je dis matrice, mais il faut sous-entendre tenseur dedans, c'est les opérations de tenseur, et il y a une addition. Donc, on a W, le poids, fois X, notre donnée, plus B, le bias, je ne sais plus comment dire en français, et le tout, on va lui appliquer une fonction d'activation. D'accord? Ça, c'est l'opération qui se fait dans tous les réseaux, dans toutes les neurones classiques de chaque couche. Alors, pourquoi cette opération en fait? Qu'est-ce qu'elle fait cette opération-là? En fait, avec la mathématique, on sait que ces opérations-là peuvent être comprises comme des opérations géométriques. Ici, par exemple, on prend le cas du 2D, c'est beaucoup plus facile de se représenter ça en 2D. Ça peut être des translations. La translation qu'on voit ici d'ailleurs, c'est en fait une addition. Donc l'addition fait une translation. Le produit scalaire, lui, en fonction d'avec quoi on le multiplie, donc en fonction, pour rappeler, c'est W fois X, W les paramètres et X notre donnée ne change pas. Par contre, si on fait changer W, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une rotation, ça peut être un étirement, ça peut être cisaillement, je crois qu'on dit en français, je sais pas trop. Enfin, ça peut être plein d'opérations géométriques différentes. Donc déjà là, on peut se voir que il y a rien qu'en changeant deux paramètres, W et B, il peut y avoir il peut y avoir plein d'outputs différents. Ça peut donner des choses différentes. Et c'est déjà intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, en fait, ces opérations-là, qu'on a vues avant, donc les deux dont j'ai parlé un petit peu plus, le produit scalaire et l'addition, ce sont des transformations qui, ensemble, sont appelées transformations affines. Un produit scalaire fait des transformations linéaires, une transformation linéaire plus une translation, donc plus le B, fait une transformation affine. Et le problème, en fait, c'est que peu importe le nombre de transformations affines que vous ferez, on pourra toujours
les simplifier en une seule opération. Donc, ça sert à rien de mettre plein de réseaux, enfin de couches de neurones et de faire plein de suites d'opérations si de toute façon, mises ensemble, ça ne fait qu'une seule opération. Et donc, c'est là que vient la fonction d'activation. C'est ça à quoi elle va servir. Elle va ajouter ce qu'on appelle de la non-linéarité. Alors, pour vous symboliser géométriquement, ce qui est quand même, c'est un peu compliqué à symboliser ça, mais on pourrait voir ça comme ça. Au lieu de juste faire une rotation, qui est le résultat de notre produit scalaire avant avec une translation de zéro, pourquoi pas, hein, on pourrait imaginer ça, et ben on va ajouter une fonction dite d'activation qui va rendre la chose non linéaire. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que on ne puisse plus simplifier toutes nos opérations en une seule opération. Ou alors, en tout cas, en une opération très complexe. Ici, par exemple, c'est juste enlever toute la partie négative. On ne garde, par exemple, que le positif. Alors ici, forcément, c'est difficile de se rendre compte à quoi ça peut servir, mais si vous ne mettez pas ça, en fait, vous aurez en fait beaucoup moins ce qu'on appelle l'espace d'hypothèse. Vous aurez beaucoup moins de dimensions possibles, beaucoup moins de résultats possibles, en fait. Ça va juste rendre votre modèle, votre réseau de neurones très, comment dire, restreint, en fait, restreint. Il y aura moins de possibilités. Et alors, je parle de fonction d'activation, des fois je parle de ReLU. ReLU, c'est une des fonctions d'activation qui est la plus utilisée, mais il en existe plein d'autres. Comme on voit ici, ce sont des fonctions. Bon, il y a la fonction classique ici qui, en fait, c'est juste la fonction identité qu'on n'utilise jamais. Mais vous voyez qu'on peut rajouter je sais pas, des escaliers, faire des tangentes. Ce qui est pas mal utilisé, c'est le soft plus. Ici, on a le ReLU dont je parlais, donc c'était Rectified Linear Unit. En gros, c'est ça. Enfin, il y en a plusieurs. Et chacune de ces fonctions d'activation a des rôles bien précis. C'est-à-dire qu'en fait, la toute dernière couche de notre réseau va avoir une fonction d'activation qui va donner un output intéressant. Comme la fonction d'activation, c'est elle qui va vraiment avoir le dernier mot, vu que c'est elle qui englobe toutes les opérations simples à l'intérieur, il faut bien la choisir. Imaginons maintenant qu'on veut faire de la classification binaire, donc par exemple chien ou chat, eh ben, on va utiliser la fonction d'activation sigmoïde. Pourquoi? Parce que tous les résultats qu'elle donne, c'est entre 0 et 1, tout simplement. Ensuite, si on veut faire classifier plein d'images, par exemple, si on veut classifier des images de chiffres de 0 à 9, il y a 10 possibilités. Ici, la sigmoïde n'aurait plus aucun intérêt. On va utiliser alors plutôt la fonction d'activation qu'on appelle softmax, etc. En fonction de l'output que vous voulez obtenir, il y a il y a différentes fonctions d'activation à faire attention. Ok, donc maintenant on commence à comprendre, enfin j'espère que vous comprenez, hein, sinon n'hésitez pas à poser des questions, hein, même si vous m'interrompez, il faut pas hésiter. On commence à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à une prédiction, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans nos neurones et comment est-ce qu'on arrive à une certaine prédiction. Maintenant, en fait, pour apprendre, il faut qu'on ait quelque chose qui nous puisse nous dire est-ce que c'est bien ou mal ce qu'on a fait. Tout être humain, tout être vivant va apprendre sur base de stimuli, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, s'il est dans le bon. Et pour ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la loss function. La loss function va juste dire voilà, tu as eu autant de résultats, tu as eu ce résultat-là, y', je vais le comparer avec le résultat attendu, y, et je vais te donner un score, qu'on appelle le loss score. Ça va ainsi nous permettre de pouvoir dire, ok, j'ai bien fait ici, donc il ne faut pas que je touche trop à mes paramètres. Ou alors, au contraire, ici, bah, c'était vraiment pas bien, il faudra faire quelque chose. D'accord? Encore une fois, il existe plusieurs fonctions, comme les fonctions d'activation, à choisir, et en fonction du type de classification que vous faites, que ce soit binary ou avec plusieurs catégories, plusieurs classes, il faudra prendre une fonction bien particulière. Pourquoi? Parce que c'est des mathématiques derrière et il se trouve qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Euh, voilà. En fait, il y a des guidelines généralement à utiliser et à suivre, pardon, en fonction du type de classification ou autre que vous faites. Donc voilà. Maintenant, on sait si on a bien agi ou pas, en gros. Mais que faire en fait avec ce score? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre réseau? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les neurones donnent un output beaucoup plus intéressant?
Et ben ça va être fait dans un processus qui s'appelle la backward propagation, parce que cette fois-ci, on va revenir en arrière, on va reparcourir notre réseau de droite à gauche, ou de bas en haut, en fonction de comment on voit les choses. On va démarrer de notre low score, et il faut qu'on aille à chaque fois aller chipoter, en fait, ce qu'on appelle, on dit tuner dans le, dans le langage, c'est le terme exact. On va essayer de tuner nos paramètres pour les rendre plus intéressants. Encore une fois, ça peut paraître logique parce qu'on avait déjà vu avant que c'était sur base de ces paramètres-là qu'il y avait des changements. Maintenant, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va le faire. L'idée, en fait, c'est de réussir à avoir une certaine mesure et de pouvoir savoir si on doit aller dans un sens ou dans un autre, de manière à bien séparer nos données en, en plusieurs cas, mais sur l'image-ci en deux cas, en fonction de si on fait de la binary classification ou multiclass classification. Et pour ça, il y a les maths qui viennent à la rescousse. Ce slide fait peut-être un petit peu peur à ceux qui n'ont plus été en cours de maths depuis quelques temps. Il ne faut pas s'inquiéter pour autant, c'est assez simple. On peut regarder que le schéma qui explique assez bien. On va juste parler de dérivée ici. En fait, la dérivée, le principe, c'est si on a une courbe bleue qui est courbe, comme son nom l'indique, qui n'est pas linéaire, on peut trouver, si on se rapproche très près d'un point, par exemple le point C, si on s'en rapproche très très près, avec une différence de h très faible, on peut dire qu'il y a une certaine droite qui se fait à cet endroit-là, une droite qui est tangente à la courbe. Et cette droite s'appelle la dérivée, la pente, et nous donne une information hyper intéressante. Elle nous dit, en ce point-là, si tu vas dans tel sens, tu vas augmenter ton résultat. Si tu vas dans l'autre sens, tu vas le diminuer. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut parce que on a un score maintenant, mais il faut savoir quoi faire avec ce score-là. Et du coup, avec la dérivée, on va pouvoir savoir avec quelle intensité et dans quel sens on va devoir bouger nos paramètres pour, euh, pour aller dans un certain sens, sachant que le but, c'est d'avoir le score de perte, donc le low score le plus bas possible. Il faut aller atteindre ce qu'on appelle un minimum. Le minimum, c'est quand la dérivée vaut 0. Donc il faut toujours aller dans le sens qui va faire diminuer notre y pour la dérivée. Alors ça, c'est bien beau, c'est facile à comprendre. Comme ça, dans la réalité, encore une fois, c'est pas de la 2D, c'est de la 3D, voire plus. C'est des opérations sur des tenseurs qui sont faites. Et pour cela, en fait, il y a une autre notion mathématique qui s'appelle le gradient, qui est en fait tout simplement la dérivée, mais appliquée au tenseur. D'accord? On se rend compte, là, les petites formules mathématiques disent qu'en fait, euh, X et Y sont fixes. Notre input et notre output réel sont fixes, ils sont connus. Du coup, en fait, le score ne varie que sur W. W, sous-entendu avec le B aussi, mais ici c'est plus simplifié. Et du coup, s'il n'y a que W qui fait en sorte de modifier le score, alors eh ben, on a une équation à une inconnue, on peut faire une dérivée très facilement, ou des gradients dans ce cas-ci très facilement, et on va pouvoir euh, tuner nos paramètres. Il faut savoir que le résultat de cette opération-là, de gradient, c'est un tenseur de la même dimension que W. C'est-à-dire que W, vous devez imaginer que c'est un tenseur qui équivaut à chaque neurone d'une certaine couche. Et ben, le résultat du gradient, ce sera, pour chaque neurone aura un résultat qui lui sera associé. Résultat qui sera comment améliorer. Et on va utiliser ce résultat-là, justement, pour atteindre un minimum. Donc ici, comme on voit, quand la phase d'entraînement, en fait, c'est simplement que mettre à jour tout ce qui est poids, W, et grâce au gradient, en fait, on va pouvoir aller dans la bonne direction. On va calculer le gradient, qui encore une fois est comme on le voit ici, la pente, la genre de dérivée. On va dire, voilà, au point ici, j'aimerais bien que tu ailles dans le sens opposé, c'est pour ça qu'il y a le moins, opposé à la pente d'un facteur step. Step, en fait, c'est une petite grandeur qu'on doit choisir, qu'on doit mettre dans notre code, que vous verrez par la suite,
qui va indiquer à quelle vitesse on avance, à quelle vitesse on va, enfin, modifier pardon, le paramètre. Il faut faire attention à bien le choisir, parce que comme le montrent les images en dessous, si c'est trop grand, en fait, on risque de difficilement converger. C'est-à-dire que vous voyez qu'on passe à des endroits assez extrêmes et on loupe le minimum qui est ici. On va rester bloqué. Au contraire, si on choisit des steps trop petits, on risque d'être bloqué à ce qu'on appelle un minimum local, mais qui n'est pas le minimum global. Donc on risque de louper le coche et de ne pas avoir un réseau qui va atteindre une performance maximale, en tout cas. Donc c'est assez problématique. Mais encore une fois, les mathématiciens sont là pour nous aider, pour nous donner des outils, et notamment des outils qu'on appelle des optimizers, des fonctions d'optimisation, qui prennent en compte par exemple la notion de momentum. Le momentum, c'est quoi? Le moment, si je me rappelle bien mes cours en français, c'est en fait l'idée de quand vous faites tomber une pierre, elle accumule une certaine vitesse. Et donc, au lieu de calculer juste la position de la pierre à un temps X par un certain facteur, par une certaine flèche qui ne varie pas en fonction de la vélocité, enfin en fonction de la vitesse précédente, on va rajouter cette notion de vélocité. On va faire, tiens, ici, elle démarre de haut, du coup, elle va avoir une flèche un peu plus grande, un peu plus grande. Ici, par contre, si on n'avait pas cette notion de vitesse, on resterait bloqué dans notre minimum local. Alors qu'ici, vu qu'on a une certaine vitesse, la flèche, même si elle a beaucoup, on le voit pas très bien sur le schéma là, mais même si la flèche a un petit peu rapetissi, elle va quand même passer la bosse et elle va potentiellement atteindre le minimum global. Donc ça, c'est une notion qui se retrouve dans généralement toutes les fonctions d'optimisation et qui sont quand même assez importantes à implémenter enfin, qui sont implémentées par les frameworks qu'on verra après, mais qui sont importantes d'avoir en tête. Ok, donc maintenant on a vu comment aller en avant, comment calculer un score, comment ensuite pouvoir mettre à jour nos poids. Il faut aussi un petit résumé. Tout ce processus-là s'appelle le processus de mini-batch stochastic gradient descent. Alors c'est un nom pardon, un peu barbare. Stochastique, en fait, ça veut dire random. Pourquoi? Parce que au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, on choisit des poids random. C'est aussi simple comme ça, que ça. Mini batch, pourquoi? Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on pourrait donner notre input à notre réseau de neurones? On a trois choix. Soit on met tout on donne toutes notre donnée d'un coup. Mais alors là, vous imaginez si vous avez des grosses vidéos, grandes vidéos, grosses images, imaginez la RAM que ça faudrait, imaginez le processeur, comment il devrait cravacher, déjà qu'il cravache bien. Ce serait vraiment trop inefficace, quoi. Ça nous permettrait, en fait, vu qu'on donne toutes nos données d'un coup, d'avoir à chaque fois des mises à jour les plus précises possibles, parce qu'elles concerneront tout notre ensemble de données en un coup. Mais par contre, ça pose un souci un peu matériel. La deuxième solution, c'est de ne prendre une seule donnée à la fois, au lieu de mettre tout notre ensemble de données. Le problème, c'est que ça prend déjà beaucoup plus de temps parce que parce que une à une, le processus est assez coûteux quand même, donc une à une, ça prend son temps. Et aussi, imaginez que vous tombiez sur plein d'images qui ne sont pas bonnes, enfin qui sont pas très bien ajustées, par exemple avec l'output. Pour prendre un exemple, je sais pas, vous avez une image de chien avec un canard à côté. Et vous voulez dire qu'il y a un chien dedans, le problème c'est que votre réseau va peut-être dire ah il y a un chien parce qu'il y a le chien et le canard, vous voyez, enfin, ça pourrait poser des problèmes. Le compromis, en fait, c'est de faire des mini-batchs. Ça veut dire de prendre un certain montant de données et de entraîner ce certain montant de données-là. Si on prend un montant pas trop petit, pas trop grand, on peut vraiment combler les points faibles des deux options sans avoir de gros inconvénients. Et donc, voilà les étapes, comment est-ce qu'elles se font. On l'a vu avant, on a au début notre X, notre Y, on va calculer notre Y', notre prédiction, calculer le score, oups, pardon. Enfin, vous voyez pas ce que j'ai fait, ça. Ensuite, on va donner ces informations-là à notre optimizer qui va calculer le gradient pour chaque couche et qui va optimiser, mettre à jour les poids. Ok. Alors, encore une fois, ça c'était une version un peu facile dans le sens où euh, on en a juste vu qu'il y avait
une dérivée à faire, et la dérivée se faisait sur un paramètre. Quand on dit un paramètre, on pourrait se dire, ok, c'est qu'une seule couche en fait. Mais non, il y a plusieurs couches. Donc, pour comprendre comment ce que ça marche, comment on va pouvoir toucher, mettre à jour chaque couche, chaque neurone, il faut en fait utiliser une règle qu'on appelle la chaîne des dérivées, qui nous dit tout simplement, hein, que comme c'est surtout celle-là qui nous intéresse, que si on veut faire la dérivée d'une fonction qui dépend d'une autre fonction, donc on peut sous-entendre par exemple qu'il y a un premier neurone qui a fait toute la fonction ReLU de W fois X plus B, et cet output-là, on le donne à la neurone suivant. Rien que pour faire W fois X, vous avez déjà un W fois le résultat d'avant, donc un F fois G de X. On voit qu'en fait, c'est assez simple, il suffit de multiplier la donnée le résultat d'avant par la dérivée de la fonction précédente. Et en fait, ça va nous permettre de faire des mises à jour de chaque couche à la fois précise, sans indépendamment des autres couches, quoi. On va pas devoir, enfin, ça va pas nous permettre de pouvoir vraiment modifier, mettre à jour chaque paramètre, chaque couche différemment. C'est-à-dire que, je trouve pas mes mots, mais au lieu de tout modifier, tous les paramètres de la même manière, ils seront chacun modifiés indépendamment les uns des autres. Et donc, ça va être plus précis. Pour aller un petit peu plus loin encore, depuis quelques années, il y a eu euh, des librairies, frameworks, plateformes, elles ont plusieurs noms, qui s'appellent au début Tiano. C'est Tiano qui a commencé avec ça, et ensuite TensorFlow, qui maintenant est beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé aussi, qui ont trouvé une manière assez intelligente de représenter ces transformations, ces opérations-là. C'est ce qu'on appelle des computational graphes. En fait, c'est un graphe, tout simplement, que vous, le développeur, vous savez exactement ce que c'est. Euh, Vous voyez que chaque opération est représentée par un losange ici, que les paramètres sont en mauve et que les inputs et outputs sont en gris. On voit ici comment est représenté dans l'ordinateur le calcul. Et à quoi ça sert? Pourquoi c'est vraiment intéressant? C'est parce qu'en fait, si on applique des paramètres à chacun, si on donne des valeurs, pardon, à chacun de ces paramètres, on peut faire les calculs facilement. Je vais pas vous faire l'insulte de faire des calculs 4 fois 3, etc. Mais on peut arriver ainsi à avoir un score. Et en fait, vu qu'à chaque étape, on a les scores, quand on va dans un sens, on peut se dire, tiens, ça pourrait être intéressant aussi d'aller dans l'autre sens pour calculer les gradients. Et donc, de cette manière-là, programmatiquement parlant, ça va être facile de calculer le gradient de quelque chose en fonction d'autre chose. Donc, le gradient de la loss value en fonction de x2. Ici, de x2 en fonction de b, ici de x2 en fonction de x1, et là de x1 en fonction de w. Donc on a à chaque fois le gradient d'une étape par rapport à l'étape précédente. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que comme on l'a vu avant, on n'a qu'à chaîner les dérivés, c'est-à-dire multiplier pour avoir par exemple ce qui nous intéresse le plus, le gradient de la loss value par rapport à b, ou traduit autrement, euh, enfin dit autrement, comment bouger, mettre à jour b de manière efficace. Il suffit tout simplement de faire ce gradient-là fois ce gradient-là, 1 fois 1, ça nous donne un gradient de 1. Ça veut dire que si on modifie b de 1, la loss value va être modifiée tout autant, donc du même montant. Pareil pour calculer par rapport à W, le loss value par rapport à W, on fait 1 fois 1 fois 3, ça nous donne 3, ça veut dire que si on modifie de 1 unité ici, ça va modifier de 3 unités ici. Et comme ça, en fait, l'ordinateur va pouvoir facilement faire les calculs sans penser à des abstractions trop compliquées. En fait, dans la réalité, il y a, enfin, TensorFlow par exemple et Tiano implémentent ce que s'appelle la différenciation automatique. Je crois que c'est le terme français. Ce qui veut dire qu'en fait, en faisant la forward propagation, ils vont déjà calculer la suite. Ils vont déjà calculer le gradient. Donc ça fait gagner du temps au processeur et ça fait gagner des choses. En parlant de ça,
J'ai oublié juste de vous parler d'un tout petit truc. Il faut savoir que les opérations simples de chaque neurone, et qui fait que, sont faites element-wise. Ça veut dire par élément. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vous faites une addition d'un vecteur avec un autre vecteur, vous devez juste prendre chaque élément respectif de chaque vecteur et les additionner. Ok? La fonction d'activation, ReLU, par exemple, c'est aussi quelque chose qui se fait de manière element-wise. Et ce qui est intéressant avec ce côté element-wise, je dis pour la troisième fois, c'est que ce sont des opérations facilement parallélisables. Voilà. Et c'est ce qui fait la grande force de TensorFlow et de Tiano à l'époque, c'est qu'en fait, qui dit parallélisation dit potentiellement, pouvoir utiliser des CPU, GPU plus puissants avec plusieurs cœurs pour faire plein d'opérations en parallèle et gagner du temps. Et c'est entre autres grâce à cette opération-là et ce fait-là qu'on puisse paralléliser ça facilement que dernièrement les réseaux de neurones ont acquis ont eu autant de bons résultats. C'est que les GPU de nos jours qui font 16 teraflops et qui sont environ 500 fois plus puissants qu'il y a 30 ans euh, permettent grandement de réduire le temps d'apprentissage, etc. Je vous ferai une petite démonstration après. On fera une différence entre CPU, GPU et mon GPU aussi qui est un peu plus puissant que celui qui est dans le cloud. Ok, alors voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Après, on va passer à la partie pratique. Donc, je ne connais pas ma table de 4. Juste pour vous donner déjà des informations sur ce que je vais utiliser comme outil ou comme langage, on va faire ça en Python. On va utiliser la librairie Keras, c'est surtout Keras que je connaissais à la base. Et Keras, en fait, a besoin d'un back-end. À l'époque, enfin à l'époque, commencement de Keras, le back-end était Tiano, dont j'ai parlé juste avant. Ensuite, ça a progressivement passé sur TensorFlow, et maintenant TensorFlow, depuis septembre 2019, a imbriqué Keras en son sein. Je vous montrerai après. On va utiliser aussi NumPy, qui est une librairie très connue dans le monde scientifique mathématique, qui permet de travailler avec des tenseurs, en fait, faire des opérations sur les tenseurs, les redimensionner, en générer, ce genre de choses. Et Matplotlib, qui va être utilisé pour afficher, pour donner certaines informations sur, enfin graphiques en tout cas, sur comment notre réseau a géré ça. Ensuite, pour ceux qui connaissent pas, il y a des environnements assez intéressants pour effectuer ce code-là. C'est le Jupyter Notebook en local que vous pouvez lancer chez vous, qui est lancé chez moi actuellement, et qui va vous permettre d'exécuter de manière assez simple du code Python, des scripts Python, et en même temps de mettre du texte avec. Donc c'est du Markdown en plus, donc c'est assez pratique. Vous pouvez faire facilement des petits cours comme ça avec. C'est intéressant. Et alors pour ceux qui connaissent pas encore une fois, Google Colab, ce qu'on va utiliser juste après, est hyper intéressant et sympa, dans le sens où c'est un Jupyter Notebook, mais dans le cloud, hébergé par Google, sur lequel il y a déjà tout installé. Quand je dis tout, c'est NumPy, Keras, TensorFlow, Matplotlib, il n'y a pas besoin d'installer ça. Et en plus, bah, c'est gratuit, et vous pouvez même utiliser des GPU dessus. Donc, même si c'est pas les GPU les plus puissants, ce sera toujours plus intéressant qu'un vieux CPU qui prend du temps et qui a du mal à avancer. Ok, alors maintenant on va aller tuner nos réseaux de neurones, on va aller un petit peu faire du code, du vrai. Alors, on va commencer par celui-ci. Est-ce que vous voyez tous bien? Est-ce qu'il faut que je zoome ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Si je n'ai pas de réponse, je considérerais que c'est bon. Ok. Alors ici, voilà comment ça se passe dans le code de manière générale. Comme je vous l'ai dit, Keras maintenant est imbriqué dans TensorFlow. On le voit bien, ne serait-ce que dans l'import Python. Et on va utiliser ici un ensemble de données qui s'appelle une liste, qui est en fait une liste, enfin une liste, un ensemble d'images, de petites images qui représentent des chiffres écrits à la main, des chiffres de 0 à 9. Du coup, on dit peut-être des nombres, je sais pas, je confonds toujours les deux. Bref, c'est pas ce qui est plus important. Il faut savoir que quand on fait un réseau neurone, généralement, utiliser toutes notre données, c'est pas
C'est pas correct, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que il faut qu'on puisse faire la distinction entre ce sur quoi on s'est entraîné et ce sur quoi on va tester. Si on n'a pas d'image de test et qu'on teste sur notre ensemble sur lequel on s'est entraîné, forcément il va y avoir des bons résultats. Parce que comme on l'a vu avant, on va faire à plusieurs répétitions, on va mettre à jour nos réseaux de neurones, nos paramètres, et du coup on ne peut que aller, mathématiquement parlant, on peut que aller dans le bon sens en fait. Donc ça va être, ça va nous mettre dans le flou en fait. Donc c'est pas intéressant. Il faut que les données soient séparées. Et ici, comme vous voyez, de base d'ailleurs, c'est séparé dans au moins deux ensembles, entraînement et test. On verra un peu après qu'il y a un troisième ensemble d'intéressants. On en parlera plus tard. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous appuyez juste ici sur le petit exécution. On va se connecter. Donc ici c'est Google Colab, hein. On va se connecter au réseau là-bas. Dans un premier temps, on télécharge l'ensemble de données et puis enfin, on va afficher les informations. On voit donc ici que notre ensemble de MNIST est constitué de 60 000 images de 28 fois 28 parce que c'est en grayscale. Euh, c'est euh, c'est pas c'est pas du RGB. Donc 60 000 images. Notre ensemble de tests est constitué de 10 000 images. Forcément, c'est plus intéressant de s'entraîner sur un maximum de données pour avoir euh, enfin, chacun a une écriture différente. Donc, si on fait sur un petit ensemble de données, peut-être que certaines écritures ne seront pas reconnues. Donc, il faut utiliser un maximum de données possible. Mais il faut garder quand même un certain montant non négligeable de données pour pouvoir tester sur toutes les écritures, encore une fois, aussi possible. Donc, voici. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, on utilise juste Matplotlib pour afficher une image. Voici la première image. A priori, c'est un 5. On aurait pu croire peut-être un 4. Mais donc, voilà. Le vrai label, c'est ainsi, hein. On peut regarder d'autres si on veut. Le 3, c'est pareil. C'est bizarre, c'est que ça veut la même chose exactement. Ah ouais, mais ici ça marchera forcément pas si je mets des mauvaises choses. Bon. Ah ouais, non, je suis bête, hein. C'est ici qu'il faut que je modifie. Toutes mes excuses. Voilà, ici on a un 9. Encore une fois qu'on pourrait croire pour un 4. Bref, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des images, ce qu'on fait là, c'est presque le Hello World du réseau de neurones, hein. C'est quelque chose de très connu, très classique, tellement classique que c'est même importé directement dans Keras, hein. Donc voilà. Alors ici, on va arriver à un moment intéressant, c'est la construction en elle-même du modèle. Je vais faire ça, ça suffit. Comment ça se passe dans Keras? Keras, en fait, il faut savoir que c'est vraiment une librairie, une API même presque, enfin une API très haut niveau, qui est fait pour que on puisse facilement comprendre ce qu'on fait. C'est même fait à la base pour les scientifiques qui sont pas spécialement tous informaticiens, programmeurs, développeurs ou autres. Donc, on va utiliser, il y a plusieurs manières de faire. On va utiliser une des deux manières ici. Soit on fait en mode un peu plus orienté objet comme ça, soit il y a une manière fonctionnelle de faire aussi, que j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais qui est utilisée et indispensable si on veut faire certains réseaux de neurones un peu plus spécifiques. Donc, c'est assez facile en fait. On va juste dire que voilà notre modèle, on va partir avec une base séquentielle, on va dire qu'il est séquentiel, et on va lui ajouter des couches successivement, une à une. Les couches, vous voyez des informations, beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que dense, ça veut dire un réseau complètement connecté. C'est pour faire l'image du cerveau, enfin du cerveau de chaque couche où chaque neurone est connecté à chaque autre neurone. C'est l'image qu'il faut en avoir en faire. C'est ça la couche dense. 512, c'est pour dire le nombre qu'il y en a. L'activation fonction, bah, la fonction d'activation, vous vous souvenez, on a parlé de ReLU et de softmax. ReLU ici, c'est le classique qui est utilisé généralement le plus souvent. Il y en a d'autres avec des noms aussi étranges, mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin, on peut, si quelqu'un doit vraiment faire un neurone, ce qui est intéressant, c'est de tester chaque activation, fonction d'activation, parce que pour une raison X ou Y, il y en a qui fonctionnent bien, mais ici on peut faire ça. On doit préciser alors pour la première couche uniquement le, le format de l'input. Donc on a vu juste avant que c'était 60 000 fois 28 fois 28. Ici on fait donc un 28 fois 28. Pourquoi fois 28 et pas virgule ici? C'est parce qu'on va mettre toute notre donnée qui est au final une matrice dans un vecteur unidimensionnel. On va juste ajouter dans un seul vecteur tous les pixels.
parce que c'est ce que demande comme input une couche dense. Ça, c'est la restriction de ce type de couche. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de le mettre pour les couches successives, les couches suivantes, pardon, notamment la dernière ici, parce qu'en fait, Keras va automatiquement se dire, OK, tu m'as donné une image, enfin, une donnée de autant d'une dimension autant. Alors, si tu me donnes ce type de couche, à la fin, je sais que j'aurai ça comme output, et donc j'ai pas besoin que tu me le précises, je le sais déjà. Ça, c'est sympa parce que comme ça, il n'y a pas besoin de faire plein de calculs entre guillemets compliqués. Et ici, on voit que donc la dernière fonction d'activation, c'est softmax. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est des chiffres de 0 à 9. Il y a plusieurs catégories, on n'a pas que deux. Donc, il faut qu'on utilise la fonction d'activation softmax. Alors ici, on peut juste voir un bref récapitulé de notre réseau. On voit qu'on a deux couches, une dense, qui est déjà à quand même 401 000 et des paramètres à entraîner. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses, alors que c'est juste des petites images de 28 x 28. Et une deuxième couche qui va donner en output, donc qui va donner, qui utilise 5130 paramètres et qui va nous donner une information avec 10 neurones en face qui vont nous donner l'information voulue. Ok, donc voilà. Alors, on a construit notre réseau et maintenant il faut le paramétrer. Il faut lui dire, tiens, je veux telle fonction d'optimisation. Encore une fois, c'est un peu comme la fonction d'activation ReLU. Il y en a plusieurs. Ici, enfin, j'utilise tout le temps RMS propre, qui, entre autres, implémente la notion de momentum qu'on a vu avant. On va utiliser la fonction de calcul de loss categorical cross entropy, pas binary, parce que c'est encore une fois pas binary classification ici. Et alors, comme mesure comme unité de mesure, on va prendre la précision. Il y a aussi le loss score qu'on verra aussi. Et donc, voilà, c'est ça. On va juste donc compiler notre réseau, notre modèle, avec ces informations-là. Ensuite, maintenant, il nous reste plus qu'une petite étape avant l'entraînement à proprement parler, c'est l'étape de transformation de données. Parce que comme je vous l'ai dit, par exemple, les couches denses acceptent que des vecteurs, des entiers, justement pas des entiers, des vecteurs de float. Le problème, c'est que nous, on a des entiers, comme on l'a vu sur les labels plus haut, c'était bien mis 9, pas un 9.0. On peut afficher le type s'il faut, mais là, je l'ai pas fait. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va juste redimensionner donc notre tenseur qui est train images qu'on avait là-haut, qui était de 60 000,38,38. On va le faire en un seul vecteur enfin, en un seul vecteur de 28 x 28, mais il y en a 60 000. C'est comme ça que je veux dire. Pareil pour l'ensemble de tests. Et alors ensuite, comme j'ai dit, c'est pas des entiers qu'il nous faut, c'est des floats 32. Et comme c'est du grayscale, ça va de 0 à 255. Le truc, c'est que les réseaux de neurones sont plus faciles, ils aiment bien les petits nombres, pas les grands nombres. Parce qu'un grand nombre, même un petit facteur, va faire une grosse différence, va augmenter, va mettre à jour le résultat d'une grosse manière, d'un certain montant. Il faut réduire ça entre 0 et 1, c'est pour ça qu'on divise en 255, pour avoir des petits nombres qui vont du coup évoluer petit à petit au lieu d'un gros coup et de ne jamais converger. Donc voilà, je fais juste ça. Pareil pour les labels, au final, ici c'est pareil. La seule différence, c'est qu'on fait un tout catégorical, ça veut dire que euh, le tout catégorical va en fait mettre un 0 là où c'est pas où c'est faux et un là où c'est vrai. Sachant que ici c'est de 0 à 9 qu'il y a 10 possibilités, on va donc à chaque fois avoir un vecteur avec que des zéros, sauf un 1 là où on s'attend à avoir quelque chose. Donc, dans le cas du 9, des zéros partout, sauf au dernier endroit, on a un 1. C'est ce que fait cette fonction-là. Ok, et ensuite maintenant on passe enfin à la partie entraînement. Comment entraîner? C'est assez facile. On précise tout simplement notre ensemble de données, notre output. On lui dit combien de fois il doit faire l'entraînement, et on lui dit, vous vous souvenez tout à l'heure j'ai parlé de mini batch, et ben on lui dit la taille du batch, entre autres. On lance, et il y a une erreur. Où est l'erreur? Pourquoi ce qu'il me dit
Alors, c'est assez drôle parce que je les ai lancés tout à l'heure et il n'y avait aucun souci. Euh, je vais vérifier chez moi. Bon, là, j'ai aucun souci. Ouais, il doit y avoir une faute quelque part. Alors, juste pour pas perdre de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici. On va relancer tout. Donc ici, tout à l'heure, on était sur Google Colab. Ici, on est sur Jupyter Notebook, c'est en local. Je l'ai juste lancé tout à l'heure, donc je sais que ça fonctionne. Comme ça, on est sûr. Voilà, ici, c'est en train, enfin, ça vient de finir les calculs. Vous voyez que on va avoir en fait à chaque fois, on va entraîner sur les 60 000 exemples. On va à chaque fois avoir des informations sur le temps que ça a pris, euh, le pourcentage auquel c'est arrivé. Et alors, pardon, ce qui est important, c'est le score et la précision, parce on avait demandé d'avoir comme unité de mesure la précision. On voit que la précision augmente à chaque fois, ce qui est normal, parce que on ne juge que sur notre ensemble d'entraînement en fait. Donc forcément, vu qu'on va à chaque fois modifier nos paramètres pour aller dans le bon sens, ça va à chaque fois être de mieux en mieux. Pareil pour le low score, à chaque fois, ça s'améliore. On arrive ensuite à la fin à un score assez sympa. C'est un score de 99,74% de précision sur l'ensemble de validation. Parce que ici, ce qu'on fait par la suite, c'est que on va maintenant évaluer notre réseau sur plus les ensembles d'entraînement, mais les ensembles de tests. Et comme on le voit ici, c'est quand même légèrement inférieur. On n'est plus à 99%, 99, pardon, je vais oublier quand même, voilà. On est à 98,28%, vous avez deviné mes origines, voilà. On est à 98% de résultats. Alors c'est normal encore une fois que y ait une différence entre l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests. C'est parce que peut-être qu'on a été un peu trop, on a fait un peu trop d'itérations ici, qu'on est allé trop loin, qu'on est devenu trop spécifique à notre ensemble d'entraînement. Typiquement pour avoir une image mentale, on a entraîné sur trop d'images d'une écriture similaire. Et dans l'ensemble de tests, il y avait peut-être quelques images avec une écriture jamais vue et qui fait que ça fonctionne un peu moins bien. Toute la gymnastique ici est de faire plusieurs itérations, modifier la taille, le nombre d'époques à faire, modifier le step euh, d'apprentissage, modifier les fonctions d'activation, etc. C'est de faire plein d'itérations, c'est pour ça que c'est intéressant que ça aille vite, pour avoir au final la meilleure mesure. Alors, donc ça c'était pour le premier réseau. Je vous propose, on a encore un petit peu le temps de vite voir un autre type de réseau. Enfin, c'est toujours le même type de réseau de neurones, mais sur un autre problème. Ici, c'est plus de la classification en plusieurs en multiclasses quoi, avec plusieurs classes. Ici, c'est de la binary classification. On le voit bien parce que on a bien une fonction d'activation sigmoïde qui va nous donner une valeur entre 0 et 1. L'ensemble ici, IMDb, qui est aussi un ensemble très connu, c'est des revues de films, en fait, tout simplement. Comment est-ce que ça marche? Chaque mot, en fait, on va prendre les 10 000 premiers mots, et chacun de ces 10 000 premiers mots, le sous-entendu premiers les plus utilisés, on va lui donner un genre de score pour dire si c'est une revue positive ou négative. On va ensuite avec ces données-là, pouvoir dire si une revue est globalement positive ou négative. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va télécharger l'ensemble des données. Pendant que ça télécharge juste vite fait, il faut savoir que où est-ce que c'est dans les paramètres du notebook, vous pouvez choisir par exemple d'utiliser du GPU sur Google Colab pour accélérer un petit peu. Euh, les- ça peut être plus rapide, surtout quand c'est pour des images. Ici, ça va être du texte, donc même que ce soit sur le GPU ou le CPU, ça va être extrêmement rapide. À la limite, ça va être même plus rapide que l'autre exemple. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bah, ici, j'affiche juste les données, à quoi ça ressemble. Ah, mais non, c'est encore en train de download, en fait. Je vais relancer l'exécution, peut-être que vu que j'ai changé.
Le CPU, GPU, ça a peut-être fait des soucis. Sinon, encore une fois, je l'ai en local, hein, donc pas de soucis. Je relance. Mhm. Je sais pas si ça va me remettre pareil ici, parce que... Ah non, c'est bon, ça, j'ai pas vu que ça avait téléchargé ici. Donc avant, ça avait juste a priori pas téléchargé ou fermé l'environnement vu qu'on était passé sur le GPU. Donc voilà, comme je vous ai dit ici, c'est l'index en fait de démo. Vous avez ensuite le label associé à la review. Vous voyez qu'on a en tout 25 000 reviews et donc 25 000 labels qui sont associés. On peut voir donc ici que le maximum, enfin le minimum est bien de 1, le maximum est bien de 9 999 parce qu'on a pris les 10 000 premiers, sous-entendu non inclusif. Ici, en fait, on va juste utiliser des petites fonctions qui vont nous aider à inverser la clé et la valeur de notre dictionnaire euh, des mots avec leur index, donc l'index correspond à quel mot, de manière à pouvoir facilement, avec cette fonction-là, enfin la fonction dessus, traduire nos index et refaire du code. Vous voyez juste des fois des points d'interrogation. Les points d'interrogation, c'est juste parce que ce sont des mots qui font pas partie des 10 000 les plus utilisés. Donc voilà. Encore une fois, il faut préparer les données. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que on va grosso modo, c'est comme tout à l'heure le tout catégorical. Ça va juste le refaire d'une autre manière, en fait. Ça va aussi changer en float 32 les valeurs au lieu de mettre juste des int 0 et 1. Ça va faire un output ici d'un vecteur de 10 000, du coup, vu qu'on a pris les 10 000 premiers, et qui va nous dire si oui ou non ce mot est présent dans la review. Le label associé, donc voilà, c'est juste un. On va construire le modèle ici, donc tout à l'heure il y avait 512 couches, enfin 512 neurones pour la première couche, qui était ici, 512. Quand c'est une image, 28 fois 28, ça fait vite assez grand, du coup il y a souvent des grands nombres de neurones. Quand c'est par contre pour du texte avec pas tant de nexa, des petites couches de 16 suffisent. On utilise ici deux couches avec des reviews. Plus on utilise de couches, plus il va y avoir des abstractions qui vont être retenues, mais aussi plus on va être spécifique à notre ensemble de validation, donc il ne faut pas en prendre de trop, il faut trouver le juste milieu. On va entraîner, ah non, ici on va juste le construire, c'est fait, on va compiler en utilisant cette fois-ci le binary cross entropy, parce que c'est du binaire, on veut savoir si la review est bonne ou pas bonne. Ça prend du temps, hein, ok, c'est bon. On va maintenant créer un ensemble de validation qui va nous permettre de... La validation, c'est ce qui va nous donner le feedback en même temps que l'entraînement. Tout à l'heure, quand vous avez vu celui-ci, on n'a pas eu de feedback en fait. On a eu le feedback, mais sur l'ensemble d'entraînement. L'avantage de faire ça sur un ensemble de validation, c'est que c'est pas le même. Donc vous voyez en même temps comment est-ce que le, le réseau euh, performe, comment est-ce qu'il performe sur l'ensemble de validation et en même temps sur l'ensemble d'entraînement. Donc ici à gauche, on a l'ensemble d'entraînement, à droite, on a l'ensemble de validation. Et donc ça peut nous donner déjà une information assez intéressante. Vous voyez que par exemple, là, on a 85%, 87, 89, et puis on redescend. On dit, bah, c'est pas normal. Normalement, on va toujours avoir un résultat qui est de mieux en mieux. Mais ça, c'est valable pour l'ensemble d'entraînement. C'est l'ensemble d'entraînement sur lequel on s'entraîne. L'ensemble de validation va être là pour dire ah bah, peut-être en fait que on a été un petit peu trop loin. Peut-être que on a fait tellement d'itérations, je vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer ce schéma-là. Peut-être qu'on a fait tellement d'itérations que malgré que nos autres ensembles d'entraînement a continué à bien avoir des bons résultats, notre ensemble de validation, par contre, il a eu des mauvais résultats. Peut-être qu'en fait, on aurait dû s'arrêter ici, beaucoup plus tôt, au lieu d'aller plus loin. Ici, ce schéma-là montre parfaitement ce qu'on appelle l'overfitting. L'overfitting, c'est que bah, on est trop proche des données de validation, d'entraînement, pardon, et du coup, quand on va avoir des données qu'on n'a jamais vues, on va mal performer en fait. Ici, c'est la même chose, mais au lieu d'être pour la loss, c'est sur la précision. Encore une fois, c'est le même schéma. Si on les met bien l'un au-dessus de l'autre, on voit bien que c'est au même endroit que ça commence à aller dans un sens un peu non voulu.
Donc voilà. Et si on évalue ça sur l'ensemble de tests, on voit effectivement que ça n'a pas des résultats excessifs, quoi. On a 84% d'accuracy, a priori c'est bien. Par contre, 78% de loss, c'est pas, c'est pas hyper bien. Donc dans ce cas-là, il faut faire des itérations, refaire à nouveau le modèle. On va reconstruire le modèle, on va redonner les mêmes fonctions pour compiler. On va l'entraîner, mais cette fois-ci sur 4 époques, qui est beaucoup moins. Et vous allez voir qu'on passe de 84% de, de précision à du 87% sur des données qui ne sont jamais vues. Il y a une petite amélioration, elle n'est pas énorme, mais donc il faut juste se dire que c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'itérations, beaucoup d'époques que ça va aller mieux en mieux. Enfin, ça va aller mieux. Voilà. Alors ensuite, juste pour vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser notre modèle une fois qu'il a été fait. On peut l'utiliser pour prédire sur des nouvelles données que vous avez auparavant bien mises sur le bon format. Vous pouvez également sauvegarder votre modèle. Ça va sauvegarder en fait tous les poids de votre modèle. Et ici, vous pouvez juste charger les poids. C'est comme ça que vous pouvez transférer et persister votre modèle une fois qu'il a bien appris et qu'il a bien performé. Donc voilà, c'est ici que se termine la présentation. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aussi des questions. Comme ça peut être interactif. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit maintenant, vocalement, dans le chat, par mail, work chat, autre, n'hésitez pas à me contacter.